Quand on regarde TechCrunch, French Web ou n'importe quelle startup, ou quand on traîne à Station F, on a l'impression que le truc, dans toutes les startups, la KPI de réussite, le truc qui fait parler de nous, c'est un peu, oh, putain, t'as levé 100 millions, t'as levé 50 millions, t'as levé 10 millions, et c'est bon, t'as un peu réussi ta entrepreneur life. Et de l'autre côté, on a les bootstrappers, où on a l'impression que si tu veux bootstrapper une boîte, bah, tu peux faire un petit business, un peu mom and pop shop, où tu vas commencer à faire tes petits trucs, tes petits logiciels toi-même, faire du no-code, mais tu joues pas dans la même ligue. Et justement, c'est cette dichotomie qu'on va aujourd'hui un peu explorer avec Guillaume Moubèche de Lemlist, qui est un peu un ovni entre les deux et qui a réussi à faire un coup marketing assez intéressant. Justement, c'est intéressant parce qu'ils ont une boîte assez connue qui du coup s'appelle Lemlist. Et on va voir qu'ils ont demandé à lever de l'argent. Ils ont voulu lever 20 millions, on leur a proposé 30 millions, donc 15 directement dans leur poche, et ils ont dit non. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui sur une édition un peu spéciale de Sandwich. C'est parti. Hyper content de ce premier live. Désolé du lag, j'ai un peu de lag. Guillaume, comment ça roule? Bah, ça va super, hein. Merci les gars de me recevoir. À chaque fois que j'entends le petit générique de Sandwich, ça me donne envie de danser, là, ça y est. Générique custom. Bah ouais, franchement très cool de t'avoir parce qu'on sait que c'est le feu en ce moment, bah, à juste titre. Et on va en parler ensemble. On a préparé pas mal de questions. L'idée justement, c'est tu vois, c'est de se donner le temps qu'il faut, tu vois, 1 heure. Genre open mic, parce qu'on t'a vu un petit peu partout ces derniers temps. Bah justement, on va retracer un petit peu toute l'histoire, mais on t'a vu ces derniers temps sur BFM, on t'a vu chez Combini. Et à chaque fois, ce qui est super frustrant, et c'est le format qui veut ça, c'est que c'est monté, tes propos sont tronqués, il y a la pub à lancer, etc. Et ce qui fait que bah t'as pas nécessairement l'espace pour dire tout ce que t'as à dire. Donc l'idée, c'était un petit peu de revenir sur tout ça, et puis bah que on puisse faire la lumière sur quelques questions, je pense beaucoup même, que les gens se posent et que nous aussi on se pose. Voilà, tout simplement. Trop cool. On va pouvoir parler de plein d'éléments. Donc, il y a évidemment le coup marketing qui a été fait, que je trouve assez ouf. Et justement, je suis vachement intéressé de savoir comment est-ce que tu l'as préparé. Il y a une autre partie qui est la partie création de contenu, où vous êtes en parallèle, que ça soit avant l'époque YouTube ou LinkedIn, où en fait, tu étais en train de publier plein de vidéos, et maintenant, où en fait, tu vas venir systémiser cette approche pour pouvoir créer du contenu assez régulièrement. Et tu as fait ce challenge, on en parlait tout à l'heure, de 30 vidéos pendant 30 jours. Et au-delà de ça, c'est des vidéos hyper quali, de voir un petit peu comment tu fais ça. Et après, la vision pour Lemlist, tu vois, ok, c'est cool, il y a eu ce coup marketing. Est-ce que ça a un impact business? Est-ce que tu as voulu qu'il y ait un impact business, ou c'était purement stratégique et purement pour balancer un vrai message? Ou est-ce qu'il y avait aussi quelque chose d'un point de vue business, et peut-être s'il y a eu des impacts et tout? Je sais que tu es hyper transparent et c'est vachement cool de t'avoir, parce que on va pouvoir parler de tout ça. Donc voilà un peu l'étendue de tout ça. Avant tout, Guillaume, pour les 2-3 personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Ouais, bien sûr. Alors, je suis CEO et cofondateur de Lemlist. Donc, Lemlist, c'est une plateforme qui aide les entreprises B2B à rentrer en contact avec leurs futurs clients. Donc, en fait, on automatise la prospection multichannel, que ce soit par mail, email ou même des tâches pour faire des appels téléphoniques. En 3 ans, on a grossi de 0 à plus de 10 000 clients partout dans le monde, avec une grosse majorité basée aux États-Unis. On est présent donc dans plus de 85 pays. Dans la boîte, on est 35 et on a une croissance exponentielle. Donc là, aujourd'hui, notre croissance, elle est toujours à 2 chiffres tous les mois. Et du coup, on a fait un peu plus d'1 million de profits sur l'année 2020, avec plus de 4 millions d'ARR. Et là, aujourd'hui, on a dépassé les 5 millions au Q1, et je pense que fin Q1, on aura dépassé 6 millions d'ARR. Ça, c'est excellent. Et justement, on avait vu on va retracer la chronologie de toute cette épopée que vous avez vécue ces dernières semaines. Mais il y a justement, ça a commencé, un des premiers chapitres, ça a été cette vidéo, justement, cette interview que tu as faite avec la VC, justement. C'est une interview de fou qui dure 1 heure, où justement, tu lui présentes, tu lui pitches ta boîte, et après, tu lui donnes tous tes chiffres. Et alors déjà, la transparence à ce niveau-là, c'est assez fou. Et en plus de ça, ça donne un petit peu la perspective de ce que c'est une boîte qui a des vraies métriques, en fait, qui a des vraies métriques très saines, et qui, économiquement parlant, est super viable et super pérenne, en fait. Et cette croissance, pour le coup, elle est juste exponentielle. C'est assez impressionnant, et surtout pour
pour une boîte qui a levé 0 euros. Et aujourd'hui, en fait, du coup, on avait parlé en off. T'es venu chez nous, chez Scalesia, justement nous expliquer un petit peu les rouages de tout ça. Mais rapidement, justement, pour tout le monde qui nous écoute là, cette croissance, en fait, tu l'imputes à quoi aujourd'hui, en fait? Ce serait quoi, en gros, les leviers qui font qu'aujourd'hui vous grossissez aussi vite, en fait? Alors, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on fait un des trucs qu'on fait que peu de boîtes font, c'est qu'on essaye de faire un petit peu tout. On te conseille quand tu as une boîte d'être focus sur un canal d'acquisition. Nous, on a fait totalement le contraire. Donc, je sais pas si je pourrais donner des bons conseils, puisque je sais que quand tu es bon sur un canal, après tu peux l'exploser. Et en général, c'est ce qu'il faut faire. Nous, de notre côté, on a fait beaucoup de contenu, beaucoup de LinkedIn. Au tout départ, en fait, j'utilisais vachement l'Emlist, vu que c'est un outil d'acquisition. Donc, en gros, nous, on utilisait à fond notre outil pour aller closer et aller faire de la prospection, trouver des clients et grossir comme ça. Les 100 premiers clients, j'ai dû les chercher à la mano, donc je le faisais comme ça, tu vois, avec de la prospection personnalisée. Je me chopais des meetings avec des gens partout dans le monde et après je les closais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que notre outil, on arrive à tester tellement de choses qu'on sache exactement comment ça fonctionne et on puisse illustrer et créer du contenu de qualité pour que les gens puissent se projeter dans l'utilisation de l'outil et par conséquent la vision de OK, je vais réussir à bien faire grossir ma boîte, signer des clients exactement comme l'Emlist l'a fait et quand ils nous montrent leur campagne. Et donc tout ça, en plus de ça, on a créé une grosse communauté qui au début évidemment était la petite communauté où on échangeait des petits tips and tricks et maintenant c'est devenu la plus grosse communauté mondiale autour des sales automation où on a tous les leaders autour de l'industrie sales. Donc on peut penser à Aaron Ross qui a écrit la Bible des sales, c'est lui qui a fait grossir Salesforce en fait de 1 à 100 millions, donc qui était dans la communauté, Beck Holland, John Barrows. On a plein de mecs et de meufs d'ailleurs qui apportent énormément de valeur et ça permet de créer en fait une sorte, on va dire, de cercle très vertueux où on a une communauté qui s'entraide pour devenir meilleur. Donc les Lemlisters, pour ceux qui sont dans la communauté, on a un petit cri Hey Lemlisters et ça nous permet en fait, tu vois, de toujours s'aider, s'entraider et avec une vision surtout bienveillante en fait du monde du sales, du monde de la vente, une vision qui va vers l'ultra personnalisation et pas vers le spam et pas vers le côté où il faut que j'envoie des dizaines de milliers d'emails pour avoir une réponse et potentiellement closer un contrat. Nous, on se base sur de la création de relations. On a un message qui est assez fort, centré autour de l'humain. Et en fait, on se rend compte que malgré tout ce qui peut se dire aujourd'hui dans la tech avec l'intelligence artificielle va tout changer, le machine learning aussi, machin. En fait, la vente, c'est des relations. Et nous, on a ce côté très humain. Et donc, ça marche bien avec beaucoup de personnes et ça nous permet de grossir comme ça de façon exponentielle. Et pour juste donner peut-être un petit détail, on a le seul canal d'acquisition ou les seuls canaux d'acquisition qu'on n'utilise pas, c'est les canaux d'acquisition payants. Donc, on n'a jamais fait de pub, AdWords, Facebook Ads, tout ça, on n'a jamais rien fait. Donc, c'est essentiellement organique notre croissance avec évidemment une partie outbound. Du coup, est-ce que tu nous as payé? Ouais. Est-ce que je vous ai payé, vous, c'est ça? Non. J'ai pas reçu mon virement, en tout cas, moi on m'a pas tenu au courant. Tu vois. Mais moi j'ai une question au niveau de la communauté parce qu'on en parlait tout à l'heure et c'est vrai que tu vois le groupe Facebook, je pense que j'ai dû le rejoindre assez tard parce que je pense que j'ai fait de la prospection, je pense assez tard dans ma vie et du marketing assez tard dans ma vie. Mais c'était déjà un bon groupe, t'étais déjà bien installé. Par rapport à tous les webinaires que tu faisais, et ça c'est peut-être une question un peu décalée, j'ai toujours été surpris par le fait que tu t'invitais des guests de malades, tu vois, des gens qui donnaient des tips hyper actionnables et pourtant tu le faisais toujours en cercle privé qui était dans ton Facebook groupe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire uniquement en privé et de te dire ok, est-ce que c'est ça qui va être la colle de la communauté? À quoi tu donnes ce succès de cette communauté hyper bienveillante, hyper tu vois, où il y a de la cohésion et en même temps créer ce sentiment un peu d'appartenance parce que c'est pas évident, il y en a plein qui ont essayé et tu te lourdes assez facilement en fait. C'est super intéressant ce que tu dis. En vrai, pour être super transparent, la raison pour laquelle on faisait ça en cercle privé, c'est juste qu'en fait, j'avais pas du tout envie de payer au tout départ pour un tool de webinar et que c'était gratuit de faire des lives dans Facebook. Du coup, j'ai commencé comme ça et en fait, petit à petit, je t'avoue qu'on n'a pas du tout mis en place en fait avec la team. On n'a même pas de funnel, tu sais, où on récupère les emails des gens quand ils viennent pour le webinar et tout. Enfin, en vrai, même faire des lives sur Facebook comme on le fait, c'est super nul parce que les gens, en gros, ils ont pas de lien pour accéder. On
leur dis juste restez dans la communauté et refresh votre feed, vous allez voir, ça va apparaître. Enfin, vraiment nul à chier. Et après, au final, bon, tu vois, ça marche parce qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté, donc les gens se mettent à commenter et là, on le voit. Mais en vrai, non, c'est très nul et on doit changer ça. Après, là, je pense que la colle de la communauté et ce qui a fait que ça prenait vraiment, c'est juste que, bah, franchement, je faisais que poster au début et j'apportais énormément de valeur. Je répondais à tous les commentaires, toutes les questions. J'étais toujours là et je le fais encore, bien sûr, un peu moins vu que maintenant il y a mes équipes qui m'aident et qui le font très bien, voire mieux que moi. Mais c'est ça, tu vois, c'est de montrer en fait aux gens que, en fait, tu les traites comme si c'était un client qui était enterprise à 10 000 balles, tu vois. Sauf que, en fait, non, c'est pas ça. Mais du coup, t'as cette relation qui se crée et qui est d'ultra proximité où t'as des gens qui m'écrivent, voilà, sur Messenger et je vais leur répondre, voilà. Et tout ça, en fait, ça permet, sur le long terme, de créer des gens qui sont impliqués. Et après, t'as le truc naturel en fait d'une communauté qui arrive assez souvent, où en fait, t'as des gens qui ont besoin d'être reconnus aussi dans la communauté et qui deviennent les experts. Et il y a en fait le moment où ça m'a choqué, je pense, c'était 6 mois après avoir créé la communauté. En gros, bon bref, à un moment, on a eu des spammers, donc j'ai arrêté en fait de laisser tous les posts en public. Donc quand tu postes dans la communauté, il faut qu'il y ait un admin qui approuve le post. Et en fait, à un moment, donc boum, j'approuve un post. Et dès que je l'approuve, en général, comme c'est une question, ça me permettait de préparer mes réponses et de balancer, tu vois, un bon petit truc sympa et tout. Là, j'avais pas préparé la réponse, mais je l'approuve et je me dis, vas-y, je vais aller lui répondre. Et là, pendant que je suis en train d'écrire, je vois genre quelqu'un est en train de taper un commentaire, tu vois. Et je me dis, attends, je vais attendre 2 minutes, c'est bizarre. Et là, je vois qu'un mec de la communauté avait fait un putain de pavé avec les articles de notre blog. Voilà ce que Guillaume a dit il y a quelques temps. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, ça commence à prendre. Et en fait, petit à petit, après, tu vois que les échanges se font naturellement et que les gens sont bienveillants. Et en gros, on a aussi, en fait, on est une vraie dictature dans la communauté. Ça, je pense que c'est super important. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je perds pas de temps, quoi. Si je vois quelqu'un qui fait de l'auto-promo, mais de façon vraiment trop sale, dans le genre je te mets un lien pour comment gagner de l'argent sur Internet ou des trucs comme ça, c'est headshot ban. J'attends même pas 2 secondes, il n'y a pas de warning ou quoi, c'est direct. Pareil dans les commentaires, les gars qui sont tu vois, t'as toujours des rageux, des mecs qui sont un petit peu, qui essayent un peu de trasher les gens ou de les rabaisser parce que ils connaissent pas certaines choses et tout. Ceux-là aussi, je les jarte. En fait, il y a que de la bienveillance. Moi, j'ai envie de créer un monde de bisounours et dès que je vois des gens qui sont pas des bisounours, je les dégage et c'est pas grave, tu vois. Je vis avec, quoi. Après, ils me trashent sur d'autres réseaux. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Mais ça justement, alors ça c'est vraiment cool parce que là en 13 minutes, on a posé les bases de ce qui fait une boîte en hyper croissance, pour le coup, sans aucun investissement, dans de la croissance en fait, dans du paid ou quoi, et sans injecter d'argent. Et ce qu'on voit en fait, ce qui est vraiment fou, c'est que ces 3 piliers en fait, produit, donc un vrai produit qui apporte de la vraie valeur et qui répond vraiment en profondeur pour le coup aux besoins du marché, une communauté soudée qui s'entraide, qui s'apporte de la valeur, avec un effet flywheel qui fait que plus il y a de gens et plus il y a de valeur, et du vrai contenu qui apporte là aussi de la vraie valeur et qui apporte de vraies solutions. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que si on prend un peu de recul sur ton industrie, tes concurrents en fait font très peu ça finalement, ou alors ils le font avec une qualité qui est moindre, et ils le font vraiment juste parce qu'il faut le faire, et ils vont plutôt reposer sur une puissance commerciale, etc., mais sur finalement des leviers de croissance qui sont visiblement pas pérennes en fait. Et donc toi, t'es venu justement prendre ce constat-là, t'es venu combler justement ces lacunes de marché, sur un marché qui était très techy, qui était aussi, on en avait parlé, assez condescendant finalement envers les sales, qui avait une approche assez condescendante, et qui finalement quelque part méprisait un peu son marché. Et toi, t'es venu justement remettre de l'humain, remettre du respect, remettre de la considération là-dedans, quoi. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une des raisons phares qui fait qu'aujourd'hui, Lemlist, vous avez une vraie brand, etc., et que vous grossissez, et que je pense que vous faites très très peur justement aux concurrents, parce qu'en fait, vous arrivez à faire tout ce qu'eux n'arrivent pas à faire, avec finalement des armes niveau produit qui sont équivalents, voire même justement, ça vous donne des leviers produits de fou, parce que ça vous permet d'identifier des opportunités que eux n'ont pas, justement, Ouais, par ce rapport conflictuel qu'ils ont avec le marché, quoi. Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que en fait, il y a deux points là qui sont assez intéressants. Sur la partie concurrent, on a un de nos gros concurrents aux US qui s'appelle SalesLoft. Et en fait, les mecs ont commencé à acheter Lemlist sur Google AdWords. Donc, quand tu tapais Lemlist, tu avais SalesLoft qui sortait en premier résultat. Comme nous, on n'a jamais fait de pub. Moi, ça me fait vraiment chier de payer Google pour que mon nom tombe quand les gens le tapent, tu vois. Et donc, du coup, genre, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un screenshot du post, je l'avais mis sur LinkedIn et j'avais mis, quand t'as ton concurrent qui a levé quasiment 300 millions, qui
achètent ton nom sur AdWords, c'est que tu sais que tu es en train de faire de les faire un petit peu trembler ou paniquer, tu vois. Et là, il y a eu le post, il a fait genre 80 000 vues ou un truc comme ça. Il y a même des gens qui ont tagué le CEO de Sizeloft. Bref, c'est parti un peu en couille. Et ça me fait rire en fait parce que tu vois, c'est un peu ça. Genre, quand t'as pas forcément, tu vois, des millions à dépenser dans de l'ADS et de façon un peu, en fait, t'es focus sur les choses qui ont de l'importance. Et tu vois, la communauté, c'est vraiment un unfair advantage. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut le recopier, franchement, j'ai envie de lui dire, tu vois, le CEO de Sizeloft, franchement, je le mets au défi de dire, vas-y, va te construire ta communauté. Lui, il est focus à parler à ses investisseurs. Chaque mois, il prépare ses board meetings. Il a pas que ça à faire. Moi, tu vois, le seul truc qui m'intéresse, c'est d'aider les gens, en fait. D'aider les gens à être meilleurs, d'aider les gens, tu vois, à faire grossir leur business. Et c'est ça qui me passionne, en fait. C'est ça qui me fait kiffer. Et c'est mon sens, tu vois. Mon why, si on doit reprendre Simon Sinek, même si bon, les gens, je pense qu'ils l'ont vu et revu. Moi, c'est ça, tu vois. Et le point que tu disais qui était intéressant par rapport au produit, c'est qu'en fait, nous, dans notre communauté, en fait, comme on a plein d'experts maintenant de la prospection, t'en as plein qui parfois ont utilisé d'autres outils avant de venir sur l'Emlist, ou parfois, tu vois, comme on a beaucoup d'agences qui vont bosser aussi avec des clients, des fois, ils ont une stack, donc ils ont certains outils qui sont pas l'Emlist qu'ils vont utiliser. Et en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est vont nous faire genre des vidéos Loom, ou en gros, enregistrer l'écran pour nous montrer ce qu'il y a chez les concurrents, ou ce qui vient de sortir chez les concurrents et nous dire, ouais, les gars, je viens de voir ça, c'est plutôt pas mal, je pense que vous pourriez l'implémenter, ça, par contre, c'est nul à chier, le faites pas, et genre, ils nous balancent plein de trucs comme ça, et nous, on n'a rien à faire, et on reçoit tout ça, et en fait, il y a des moments, ça nous donne, franchement, ça nous fait gagner énormément de temps, et tu sens qu'en fait, tu as toute la communauté, parce que ça, c'est un point qui a été très important dès le départ. J'ai dit à tout le monde, nous, notre objectif, c'est de faire le meilleur produit au monde des sales automation. Genre, quand on s'est lancé, je savais clairement qu'on n'était pas du tout au niveau par rapport à nos concurrents. On arrivait, pour ceux qui connaissent pas, on arrive dans un marché en 2018 où il y a des concurrents énormes aux US qui sont là depuis 4-5 ans, tu vois, et qui ont 4-5 ans d'avance en dev, 4-5 ans d'avance en branding, en closing de clients, etc. Et nous, on est les petits Frenchies, on arrive comme ça et on dit, vas-y, déjà, on est en France et en plus, on va aller s'implanter aux US. Donc, évidemment, tout le monde nous riait un petit peu au nez, mais petit à petit, en fait, on n'a rien lâché et petit à petit, en fait, on a impliqué vachement nos clients dans la croissance et dans le produit. Chaque feedback, il est pris en compte, on y répond, on est au taquet et les gens voient que ce qu'ils nous disent, on va l'implémenter si c'est pertinent. Et du coup, en fait, ça te crée, comme tu disais tout à l'heure, un cercle ultra vertueux qui permet, en fait, de croître de façon exponentielle. Et du coup, comment est-ce que, tu vois, là, aujourd'hui, avec ce coup, et on va en parler, du coup combiné et sur ces 30 millions, mais avant ça, dans le monde où, tu vois, si je me souviens à l'époque, quand on s'était vu à Station F, c'était au moment où tu avais déjà commencé à créer l'Emlist, où tu avais déjà une première version qui marchait très, très bien. Mais quand tu commences et que tu trouves tes deux co-founders techniques, où tu te dis, bon, c'est bon, on a une petite team, et quand tout le monde autour de toi commence à jubiler sur le fait, ouais, on est parti voir Serena, ouais, on a fait quelqu'un un petit talk, quoi. Bref, on va voir. Tu sais, tu as un peu l'impression que c'est les étudiants qui viennent passer leur soutenance et qui sont contents. Comment est-ce que toi, tu vois, bon, là, je trash un peu, mais comment est-ce que toi, tu t'es dit à un moment donné, OK, moi, je veux pas être de ce game-là? Est-ce que tu t'es inspiré d'autres mecs, tu vois? Parce qu'à l'époque, tu vois, c'était très bootstrapping, c'était très, pour ceux qui connaissent Peter Levels, c'est très indie hacker, mais allez, on va voyager à Bali. C'était très ça, mais pas forcément. Tu vois, il y avait cette dichotomie dont je parlais initialement. Il y avait soit le bootstrapper, soit le mec qui levait des fonds. Et il y avait personne au milieu. Et c'était quoi un peu tes guiding tes principes qui t'ont guidé vers ce truc? Est-ce que c'était par accident ou est-ce que tu as une vision claire là-dessus? Et après, on parlera de comment tu as exposé ça sur les médias, mais je suis vachement intéressé de avant. Parce que maintenant, on a un mec qui a fait ça. Mais avant, comment est-ce que tu t'es inspiré de qui? Comment tu as fait? Ouais, c'est une super question. Franchement, je vais pas du tout faire le mytho à dire que j'avais une vision comme beaucoup de CEO peuvent le faire. J'avais pas du tout de vision. Mon objectif premier, c'était juste déjà d'aider les gens. Ça, c'était le premier truc, genre faire un truc qui va faire un produit et écrire du contenu qui va permettre d'aider les gens à faire grossir leur business. Et ensuite, le second point, c'était de pouvoir, à Vianney, François et moi, se payer un salaire, tu vois. Parce que, en gros, à l'époque, j'étais au RSA, je vivais, c'était ma meuf qui payait le loyer, enfin, ma meuf de l'époque qui payait le loyer. On était genre dans 28 mètres carrés. Donc, c'était un peu chaud et il fallait que je m'étais dit, vas-y, dans un an, il faut que j'arrive à me payer un salaire, un an et demi, quoi. Et donc, du coup, c'était vraiment l'objectif, tu vois, d'être très focus là-dessus. Et en fait, au tout départ, je vais, pour une fois de plus, être encore très transparent. J'avais été parler à des fonds parce que mes deux associés, donc Vianney et François, qui étaient plus âgés, c'était, pour ceux qui connaissent, en fait, ils étaient CTO et lead dev chez eFounders, qui est un startup studio qui a créé des boîtes comme Aircall, Spendesk, etc. Donc, eux étaient très, très bons en tech, plus âgés que moi. Donc, ils m'avaient dit, vas-y, on va essayer de lever
des fonds sur notre équipe. Et comme ça nous permettra de prendre un salaire et de développer tranquille tout ça, tu vois. Et en fait, après, je suis allé parler, je pense, pendant 2 semaines à des fonds et ça m'a tellement saoulé, franchement. Genre, la plupart, c'était en gros, vous avez rien fait avant. Donc, les gars, bon, déjà, voilà, on sait pas qui t'es toi. T'es censé être le CEO, personne te connaît. Clairement, enfin, toi, c'était assez cash. Hein. Après, je dis, bon, ok, t'es qu'une merde, Guillaume. T'es qu'une merde, t'es jeune, Ouais. t'as rien compris. Non, mais vraiment, tu sais, il y en avait, franchement, tu avais des VC, alors que, idem, tu vois, tu as plein de VC qui n'ont jamais été entrepreneurs. Hein. Mais ils me regardaient, ils étaient là, genre, non, mais je pense. Alors que, bon, pour donner un peu de contexte, avant ça, j'avais quand même une agence d'acquisition. Donc, j'avais généré des millions d'euros de chiffre d'affaires pour mes clients. Je faisais beaucoup de prospection par mail. Je connaissais quand même bien les outils. Et genre, là, tu as des mecs comme ça qui me disent, non, mais je pense que tu connais pas du tout l'industrie. En fait, le business que tu fais, si tu arrives à faire 1 million d'ARR en 5 ans, tu seras déjà chanceux. Et ces mêmes mecs, ça me fait rire parce que, genre, 2 ans plus tard, tu sais, ils m'envoyaient des messages dans ma mailbox. Hey Guillaume, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. J'étais là, bon, ok. Mais en gros, non, tu vois, ça a été vraiment step by step. Et petit à petit, quand j'ai vu qu'on commençait à avoir vraiment une bonne traction et plus d'hypercroissance, là, je me suis dit, moi, en fait, au fond de moi, j'ai toujours eu l'ambition de faire vraiment une boîte qui a un fort impact et qui soit une boîte internationale avec une ambition vraiment grande, tu vois. Et avec la même ambition qu'une boîte qui va lever des fonds, tu vois. Genre, je savais pas si on allait y arriver ou pas, mais dans ma tête, dès le départ, je me disais, si on peut faire une licorne, je vais le faire, tu vois. Et là, plus le temps passe et plus j'en suis convaincu. Et clairement, là, tu vois, enfin, l'ambition, elle est actée dans le sens où pour moi, dans 4 ans, je pense qu'on sera la première licorne bootstrap en France, tu vois. Et ça, c'est un point très important. Mais ça s'est fait petit à petit. Parce que je pense que comme tout entrepreneur, quand tu te lances, tu as le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que tu te sens pas forcément légitime dans ce que tu fais. Et avant, on va dire, d'avoir une telle confiance, il faut que tu aies fait tes preuves. Et j'avoue que moi, j'ai toujours, voilà, hein, j'ai grandi dans un milieu, dans un quartier assez populaire. J'ai toujours, pour moi, c'était les actions qui parlaient plus que la parole, tu vois. Donc, ça a toujours été comme ça. Et dans le business, je pense que c'est la même chose. Et ça te permet d'avoir une bonne confiance en toi. Et petit à petit, voilà, ton ambition, tu la construis et ta vision aussi, quoi. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, t'essayais d'explorer toutes les pistes pour vous développer, parce que t'avais pas, pour le coup, forcément, c'était pas tapis rouge, quoi. Et tu t'es vite rendu compte que la carte levée de fonds allait être un peu compliquée. Et t'as aussi constaté ce dont t'avais parlé, t'as parlé plusieurs fois justement dans tes interventions, c'est cette notion un peu d'entre-soi, de népotisme un petit peu, et t'as constaté justement cette nécessité d'être bien né, ou en tout cas d'être entouré des bonnes personnes, d'avoir un réseau, et finalement quelque chose, des considérations qui étaient assez décorrélées finalement des résultats et des compétences. Et du coup, c'est ce qui a nourri en fait ton envie aussi un peu de te débrouiller et qui t'a fait tourner le dos au lever de fonds finalement. Ouais, clairement. En fait, le truc, c'est que très rapidement, tu vois, genre, j'étais là à aller voir des fonds. Déjà, il y avait plusieurs trucs. C'était le challenge, tu vois, Vianney, qui est mon CTO, qui est très, très cash. C'était en mode, toi, t'es le petit jeuneau. Nous, on est des devs ultra passionnés, ultra forts, etc. dans tout ce qu'on fait. Maintenant, c'est à toi de générer du cash vu que t'es sur la partie business. Donc, vas-y, montre-nous que tu peux lever des fonds, etc. Donc, c'était un peu ce côté challenging de sa part. Alors que moi, à la base, c'était pas forcément mon objectif. Donc, une fois que je me suis dit, vas-y, je vais tenter de le faire. Je l'ai fait pendant 2 semaines. J'avais fait des pitch decks, des machins et tout. Mais en fait, ça me faisait perdre tellement de temps et je préférais 1000 fois parler avec les utilisateurs, les aider dans leur campagne. Tu vois, au début, je onboardais chaque personne. Je lui disais, attends, montre-moi les campagnes de prospection que tu vas faire. Je modifiais les trucs. Je voyais en fait toutes les erreurs que les gens faisaient quand ils écrivaient des campagnes de prospection ou quand ils faisaient de la prospection. Et en fait, tout ça, je m'en servais pour après écrire du contenu, faire des campagnes, leur montrer comment faire. Et en fait, tu vois, créer un petit peu toute cette inertie avec tout ce qu'on allait pouvoir apporter comme valeur, que ce soit au niveau du produit, mais aussi au niveau du contenu. Et petit à petit, en fait, tout ça s'est créé. Et oui, clairement, tu vois, quand tu as des gens qui sont vachement… Moi, j'adore ça, en fait. Toute ma vie, tu vois, c'était un peu ça, quoi. Tu sais, j'étais… en gros, quand j'ai fait du basket pendant très longtemps, et j'ai fait du basket donc à la Goutte d'Or, entre la Goutte d'Or et Porte de la Chapelle. Donc, tu vois ma tête. Moi, j'ai un peu une tête de Jean-Charles. J'étais le seul blanc dans l'équipe de basket. Donc, clairement, j'étais le mec le plus sous-estimé sur Terre, quoi. C'est-à-dire, il me voyait arriver, il se disait, ce gars-là, il est tout pété. Et j'adore ça, en fait. Moi, quand plus tu me sous-estimes et plus je suis motivé pour t'écraser, tu vois. Et donc, ça, c'était un peu le même truc avec les VC au début, quand ils étaient là à dire, non, mais ça fera une boîte à papa, machin. Et en fait, ouais, t'en tires ta motivation.
communication. Et après, c'est pareil, hein, tu vois, aujourd'hui, les haters, tous ceux qui me mettent des commentaires de rageux ou des trucs comme ça, mais je les adore, tu vois. Moi, je suis là, j'ai le feu en moi quand il y a ça qui arrive parce que, tu sais, je suis là. Il y a même, mais c'est cool parce que d'ailleurs, dans l'équipe, j'ai Simon aussi qui est comme ça dans ma team où lui, en fait, mais lui, il est sur un autre niveau. En fait, dès qu'il y a des haters, tu vois, on a des haters parfois qui nous font des tweets, tu sais, genre les tweets, c'est horrible parce que, tu sais, ils te font des hâtes et tout, genre ils te mentionnent en public. Enfin, au début, j'étais là, mais c'est quoi ce monde, tu vois. Mais pareil, après, j'ai commencé à en avoir sur LinkedIn et tout. Simon, en fait, il a sa death list, tu vois, il appelle ça comme ça. Et en fait, il a toutes les personnes qui ont fait des tweets de rageux ou des trucs comme ça. En fait, il les met dans une liste spéciale. Et dès qu'on sort, tu vois, des articles avec des bêtes de milestone ou des grosses annonces, il leur renvoie des messages. C'est trop fort. Le mec, il est trop fort. Il est dans un autre game. Ah, mais vraiment, mais moi, tu vois, je suis pas comme ça. Moi, genre, je suis à un niveau un peu en dessous là-dessus, mais il me fait trop rire. Mais on dit bonjour à Chef Simon pour le coup. Ouais, Chef Simon, c'est vrai. Chef Simon, un gros gâteau. Et mais du coup, à ça, c'est marrant parce que pour le coup, on en parlait justement sur Twitter avec Simon, la corrélation entre marketing et sales en fait. Et pour le coup, ce qu'on s'était dit, la conclusion, c'est que le marketing finalement, c'est des sales en fait, c'est de la vente mais à l'échelle, tout simplement. Tu vois. Moi, ce que je trouve assez fort chez vous, c'est que vos sales sont très bons en marketing et vos marketeurs sont très bons en sales en fait. Et vous avez justement réussi à faire tomber cette barrière en interne en fait entre le marketing et les sales, et en même temps vous réussissez à rompre petit à petit cette barrière chez vos clients en fait. Et ce décloisonnement, c'est ce qui fait finalement des grosses croissances, parce que en fait une boîte qui a compris ça, elle a tout compris finalement. Et donc ça, c'est un truc que je trouve très très fort chez vous. Mais ça, en fait, justement, t'as réussi à en prendre conscience en investissant tout le temps que t'aurais passé justement avec tes investisseurs, avec tes clients, pour justement améliorer ton produit et surtout identifier tous les leviers en fait potentiels de création, en matière de création de contenu, en matière de marketing, etc. Et finalement, en fait, tout l'argent que t'as pas investi, toute l'énergie monétaire que t'as pas investi en levant, tu l'as investi justement autrement, et finalement t'en retires une croissance qui est équivalente. Et donc c'est là qu'on voit que finalement l'argent ne fait pas tout, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Ça, c'est un truc où je vais écrire pas mal dessus là dans les prochains mois, mais c'est typiquement, tu vois, comment notre équipe elle fonctionne. Parce qu'en gros, market et sales d'habitude ils se détestent, mais moi j'ai fait en sorte que parce que en gros le marketing et les sales ils ont découlé de tout ce que je faisais au début en solo, tu vois, parce que je faisais tout et je me suis dit en fait c'est con qu'ils bossent pas ensemble, et du coup j'ai vraiment insufflé ça à toute l'équipe. Et maintenant, tu vois, on est en train de redéfinir un peu ce que c'est le modern sales, mais du coup, tu vois, on a des trucs, par exemple, on arrête de donner des incentives juste aux sales. Il y a plus de primes pour nos sales, donc on les monte en salaire et on fait genre une prime, tu vois, qui va être en fait un pourcentage de la marge, donc du profit à la fin de l'année, quoi, en gros, qui sera réparti sur toute l'équipe. Donc marketing, sales, dev, support, tout ça. Et donc on essaye de changer un peu les codes dans la façon. Donc en vrai, nous, ce qu'on veut, c'est que la richesse, elle soit répartie vraiment au sein de toute notre boîte, et que les gens à la fin de l'année, ils puissent se prendre une sorte de prime, mais tu vois, qui soit plutôt entre 15 et 30K, quoi, tu vois. Donc en plus d'avoir des bons salaires toute l'année, donc j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, mais voilà, juste pour te dire que ça aide de changer aussi dans l'organisation de ta boîte. Ça motive aussi des comportements différents dans la façon de travailler et dans la façon de s'exprimer et de bosser ensemble entre départements. Mais ça c'est ouf, parce que ça c'est ouf pour le coup, parce que c'est un modèle qu'on connaît très très peu pour le coup. Enfin, c'est sûrement d'autres le font, mais en tout cas c'est très très inédit. Ça t'est venu d'où en fait? T'as testé, je sais que t'as testé pas mal de choses justement avec tes sales, mais justement ce modèle-là en fait, notamment les binômes marketeurs et sales chez vous, etc. Enfin, Ouais. tout ça vous avez trouvé ça comment en fait? En fait, je t'avoue que c'est moi qui l'ai poussé au départ, parce que en fait, je donnais à chaque personne que j'onboard, je lui apprenais tout ce que j'avais fait auparavant. Moi, je suis ultra processisé, donc tous les trucs, comment faire un bon post, il y a un process. Comment, tu vois, genre faire de la bonne prospection, il y a un process. Il y a des cours, enfin, tu sais, il y a vraiment pas mal de choses. Et donc, du coup, petit à petit, je me suis rendu compte que déjà, on a testé différents systèmes de rémunération. Je voulais que ça soit l'équipe growth et l'équipe sales qui, à deux, puissent avoir des rémunérations qui soient, enfin, ou des bonus qui soient fixés à un objectif de chiffre d'affaires. Donc, toujours en mode team. Après, j'ai testé une rémunération par rapport aux objectifs personnels. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir parfois entre les sales des comportements que je déteste, genre de sale compétition où il y en a qui vont se voler les leads. Non, mais c'est moi qui l'ai contacté en premier et pas toi, nanana. Et là, j'étais là, genre, oula, ça faut pas du tout que ça arrive. Et donc, bim, tu vois, genre, déjà pareil, hein, idem au niveau du recrutement, parce qu'il faut trouver les bons profils pour ça. Donc, ceux qui étaient beaucoup trop perso, même s'ils arrivaient à faire leurs objs, on
a forcément dû se séparer. Et après, évidemment, on fait ça bien. Donc, on les aide à trouver un autre job dans d'autres boîtes où ils seraient beaucoup plus épanouis. Mais après, tu vois, on recrute que des gens qui ont chaud pour taffer en équipe, qui ont ce côté famille, qui ont ce côté valeurs qui sont super importants, en adéquation avec nos valeurs aussi. Et en fait, petit à petit, tu vois, c'est plein de tests que j'ai fait. Et la partie faire un binôme sales market pour créer des postes, en fait, moi, je le faisais en solo avant. J'ai vu que c'est difficile parfois pour des sales, même s'ils ont plein d'idées, c'est difficile pour eux de tout écrire, tout ça. Donc, je les force à écrire parce que c'est quand même ultra utile quand tu fais tes campagnes de prospection. Et après, il y a le market qui repasse pour donner peut-être un petit coup de boost, on va dire, quelques petites paillettes et booster tout ça. Et ça a très, très bien marché. On a lancé ça depuis 1 an et quelques maintenant et les résultats sont juste fous, quoi. Et justement, je voulais poser la question au niveau du recrutement, tu vois, parce que initialement, ça paraît être parti comme une boîte assez bootstrap, tu vois, où il n'y a pas besoin de lever des fonds, etc., etc. À partir de quel moment tu t'es dit, OK, c'est le moment où je vais commencer à documenter, parce que tu vois, il y a plein de manières de déléguer. Et un des bouquins, moi, j'adore, si certains le connaissent, c'est le E-Myth. Et tu vois, justement, où il parle de tous ces procédures standardisées où avant de recruter quelqu'un, tu vas tout documenter, tu vas tout procéder pour que quand la personne arrive, elle ait le moins de choix à faire possible pour qu'elle puisse se développer ensuite et qu'elle puisse venir bâtir par-dessus de ce que tu as construit déjà. C'est à quel moment où tu t'es dit, OK, je crois que là, je tiens un truc et que je vais commencer à processiser ça sur papier pour ensuite recruter des gens? Parce que ce moment-là, je pense qu'il est assez clé du build de la culture d'une boîte, de ce que tu as construit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes 35. Au moment où on s'était connus, vous n'étiez pas autant. Je crois que vous étiez même 3 avec quelques personnes en remote. Justement, je suis curieux de savoir et si tu as des conseils pour toutes les personnes, tu vois, comme moi qui aujourd'hui se disent putain, en solo, ça marche quand même tellement mieux et cool, tu prends quelques freelances par-ci par-là. À partir de quel moment tu t'es dit, OK, on va commencer à passer par l'embauche parce qu'il y a de la valeur là-dedans, ou moi, par exemple, j'arrive pas encore à l'avoir, tu vois. En fait, je t'avoue, c'est une très bonne question. Moi, en gros, ça a été fait pour moi depuis les premiers jours, dans le sens où j'ai toujours tout documenté parce que je documentais énormément, tu vois, mes expériences. Donc, toutes les expériences que je faisais, les tests que je faisais, etc. Et en fait, très rapidement, comme on était en remote, comme je recrutais des gens un peu partout dans le monde, je me suis dit, OK, tu vois, les premiers employés, ils sont loin. Il faut que tout soit très clair. Et en plus de ça, le fait de documenter et de faire un process, ça te permet toi de devenir expert. En gros, tu sais, c'est le truc classique, hein, c'est si tu veux maîtriser un sujet, enseigne-le. C'est la même chose avec les process. Si tu veux être maître d'un sujet, fais un process et ça va te forcer. Tu vois, il y a des trucs, tu vas te dire, attends, mais là, c'est pas très clair. OK, je vais rajouter des screenshots, je vais faire un truc. Et en fait, j'ai commencé à avoir ce côté, tu vois, où j'écrivais tous les process, c'était très clair. Et moi, ça me faisait me sentir genre super bien. Tu vois, je me suis dit, ah putain, ma grand-mère, elle vient, elle check ça, elle saura le faire, tu vois. Et je me suis dit, là, c'est cool. Et après, tu vois, tu le passes tes process, tu coaches les gens dessus, tu réajustes un petit peu en fonction de voilà ce qu'ils ont compris, pas compris ou quoi. Et après, tu remarques qu'ils arrivent à faire exactement les mêmes trucs que toi. Et une fois que tu as ce premier truc, là, ça te fait un déclic de malade. Et là, tu te dis, et en plus de ça, tu vois, tu me connais, depuis le début, j'adore tout documenter. Donc, quand on a signé nos 10 premiers clients, j'ai fait un article, les 100 premiers, les 1000 premiers, etc., etc. Et donc, tu vois, tout ça, c'est un peu le même process que j'ai avec ce qu'on fait en interne. Donc, avec plein de choses, la partie SEO, la partie content, la partie post, storytelling, etc. Et tout ça, tout est bien rangé dans Notion. Comme ça, c'est accessible à tous et après beaucoup plus simple de transférer la connaissance, quoi. Ça c'est ouf. Alors du coup déjà, je suis pas mécontent parce qu'on a parlé de Notion. Du coup, ça ce qui est top, c'est que tu vois, justement tu documentes tout. Donc en interne, tu prépares ton scale, tu mets en place ton système, etc. Et en plus de ça, tu documentes à l'extérieur avec des articles, etc. Qui te permettent de documenter, qui te permettent de créer, du capital symbolique. Et donc du coup, ta brand se développe et ta légitimité aussi se développe à mesure que tu grossis. Donc ça c'est très très cool et pour le coup, j'encourage n'importe qui, tout le monde à le faire. Et en plus dans ta team, tout le monde se met à le faire aussi parce que j'ai vu que ton head of growth se met à le faire aussi de son côté, à documenter lui ce qu'il a mis en place en tant que growth et tout, donc c'est vraiment top. Et dans cette logique de documentation, vous avez documenté toute la chronologie de cette opération de levée de fonds en 2 semaines. Et l'idée, c'est qu'on revienne un petit peu là quelques minutes sur comment vous êtes organisé, comment ça s'est déroulé, comment t'es venu l'idée de lancer ça en mode vraiment opération médiatique. Enfin, on va lancer, on va bombarder les vidéos, etc., le contenu autour de ça. Voilà, comment ça s'est passé en fait? Et même comment ça t'est venu initialement, tu vois.
Genre, quelle Ouais. était l'étincelle de base, tu vois, parce que c'est vachement Ouais. intéressant de savoir ça. L'étincelle, en fait, alors en toute transparence, c'était, je pense, en septembre-octobre de l'année dernière, ou peut-être, ouais, octobre ou novembre, je sais plus, donc 2020, où en fait, j'interview Nathan Latka, qui est un entrepreneur américain qui a aussi un podcast qui s'appelle The Top Entrepreneur. Il m'avait déjà interviewé plusieurs fois dedans. C'est un podcast très spécialisé pour les SaaS, donc les softwares. Et du coup, on échange assez régulièrement sur Messenger, etc. Et là, je me dis, OK, je vais le faire venir dans la communauté. On va faire un truc cool parce qu'il est assez à l'américaine, quoi. Très entertainer, tu vois. Genre, il a plein d'histoires à raconter. C'est toujours cool. Et à un moment, on parlait de bootstrapping versus fundraising. Et à un moment, je lui dis, franchement, aujourd'hui, parce qu'il me dit, avec la boîte, franchement, tu grossis ultra vite, vous faites beaucoup de cash, t'as aucune raison de lever et tout. Et je lui dis en rigolant, la seule raison, tu vois, qui me pousserait à lever, c'est pour avoir un article dans TechCrunch, tu vois. Et là, il me regarde et il me fait, Guillaume, si tu veux ton article dans TechCrunch, tu sais ce que tu fais? Tu payes un VC 5000 balles, tu lui dis de t'envoyer une term sheet, tu prends la term sheet, tu contactes le journaliste dans TechCrunch, tu lui dis, je vais sûrement dire non, est-ce que ça te chauffe de faire un article dessus? Mais je Et m'en voilà souviens, la mais ça vient de là, quoi. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, putain, mais son idée, elle est pas conne du tout. Et en fait, après, tu vois, comme j'ai lancé ma chaîne YouTube, genre en novembre là, de l'année dernière, je m'étais dit, bah vas-y, après, on fait le challenge de 30 vidéos en 30 jours. Et après, je me suis dit, bah tu sais quoi, j'ai envie de faire une série sur la levée de fonds parce que quand je faisais un peu, tu vois, plein de recherches autour de la levée de fonds, c'est le truc le plus opaque. C'est-à-dire que les gens parlent quasiment jamais de leur valo, tu sais pas à combien ils se sont fait diluer, tu sais pas exactement les questions qu'on pose. Il y a rien, il y a quelques VC, tu vois, qui documentent des trucs, qui écrivent des articles, mais en général, c'est pas du tout transparent, tu vois. Et je me suis dit, OK, on va faire une première série où je vais interviewer des top founders qui vont me donner des conseils sur comment lever de l'argent. Donc, j'avais pris Nicolas Dalgolia, donc ils avaient levé 260 millions. Il y avait Alexis Dashlane, pareil, qui avait levé des centaines de millions. John de Aircall, etc. Donc, bref, je leur demande des conseils. Enfin, pour moi, c'est super intéressant d'un point de vue perso parce que c'est des bêtes d'interview, on échange, enfin, c'est très, très cool. Et après, je me dis, OK, j'ai vu le point de vue des founders. Maintenant, je vais voir le point de vue des VC. Donc là, j'interviewe des VC, mais pareil, tu vois, je leur posais tout le temps les mêmes questions. En gros, c'était des conseils pour lever, quels sont les trucs à éviter, et ensuite, potentiellement, tu vois, des anecdotes un peu marrantes qu'ils ont eues, donc tu vois, pour rendre le truc assez fun, assez humain. Et en fait, dedans, je me rendais compte qu'il y en avait plein qui avaient des avis contraires. Et du coup, mon monteur qui bosse avec moi, enfin mon vidéaste, il mettait, tu vois, genre les avis contraires en parallèle, comme ça, les gens pouvaient voir qu'il y avait des gens qui disaient deux choses différentes. Et je me suis dit, bon, ok, maintenant qu'on a fait tout ça, c'est le moment. Genre, je me suis dit, tu sais quoi, on va se lancer un défi de ouf. On va annoncer publiquement qu'on lève, parce qu'en fait, il y en avait beaucoup dans les interviews que j'avais fait qui parlaient de la FOMO des VC. Donc, FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est la peur de louper, tu vois, le deal du siècle. Et je me suis dit, si on le fait en public, bah, potentiellement, il y a deux trucs. C'est que, un, pour les boîtes qui ont besoin de lever, on leur montrera le step by step, les questions qu'on va avoir, tout le process, la due deal, les machins et tout. Et ça pourra servir et ça sera cool. Et si on reçoit une offre, bah, dans ce cas-là, on dira non pour montrer qu'on est des bootstrap forever, etc. et tout. Mais dans tous les cas, il y aura ce but éducatif. Et en plus de ça, lorsqu'on dira, enfin, tu vois, si on a l'offre et qu'on peut dire non, bah, dans ce cas-là, tu vois, je ferai en sorte d'organiser un truc énorme en PR. Et donc là, je commence à réfléchir un peu au setup de tout ça. Et je me dis, OK, on va voir. Je vais commencer à contacter un petit peu, tu vois, des VC et tout. Et je me rappelle d'une intro que Roxane Varza, la directrice de Station F, m'avait fait en septembre 2020 à Pascal, une VC basée aux États-Unis. Pascal, genre super sympa, vraiment une crème, prête à faire des intros quand il faut. Enfin, vraiment très différente de tous les VC que j'avais pu rencontrer. Et je me dis, OK, je vais lui demander si ça la chaufferait de faire le truc en live avec notre vrai pitch, les machins, qu'on fasse un truc où en fait les gens puissent voir toutes les questions. Je lui dis, je t'envoie le pitch en amont. On fait une session de recording où toi, tu me poses toutes tes questions. Je lui dis, tu m'écrases, genre, t'y vas, quoi, tu vois, genre, n'hésite pas, parle des trucs qui fâchent, parle de tout, tu vois, et on y va. Et après, tu vois, on verra un peu comment ça se passe. Et là, donc, on fait le pitch et Pascal, en fait, je vois quand elle reçoit le pitch, elle m'envoie un message et en mode, OK, genre, là, j'ai plein de questions, machin, donc on se fait un petit call et tout. Elle me pose plein de questions et je vois les étincelles dans les yeux par rapport aux métriques. Et elle me dit, OK, mais t'es sûr que tu veux vraiment pas, enfin, genre, t'es sûr qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? T'es sûr que tu veux lever, pas lever? Enfin, c'est quoi ce truc? Parce que la dernière fois, tu m'avais dit que tu voulais pas lever, nan, et tout. Et là, je dis, bon, vas-y, on record le truc. Donc, on fait le pitch en live. Le truc est super bien. Et là, pareil, elle continuait de me dire, t'es sûr que tu veux pas lever? T'es sûr que tu veux pas lever? Parce que moi, je lui disais, bah, potentiellement, nous, notre but, c'est vraiment de montrer aux gens qu'on est capable de le faire, d'avoir une term sheet et de voir ce que ça peut donner, tu vois.
vois. Et là, elle insistait. Après, elle me demande donc de pousser la due diligence, de lui rapporter des fichiers Excel pour qu'elle puisse regarder vraiment genre tout le détail de nos dépenses, de notre churn, de notre croissance, tout ça. Donc churn, pour ceux qui savent pas, c'est le nombre de clients qui s'en vont, etc. Donc vraiment tous les détails de façon très très précise. Et là, on reçoit une term sheet avec le message genre en mode c'est un peu exceptionnel ce qu'on fait parce qu'on met pas forcément des tickets aussi gros, mais une term sheet de 20 millions. Et là, je contacte Pascal pour lui dire écoute Pascal, genre nous en fait on a tout documenté. Notre objectif c'était potentiellement de recevoir une term sheet pour dire non de façon publique parce que nous notre but c'est de montrer qu'on peut être une boîte en hyper croissance qui a l'ambition de devenir une licorne sans avoir à lever de l'argent parce que la levée ne doit pas être égale à la réussite. Et c'est les messages qu'on voit dans les médias et ça on pourra revenir un petit peu après plus sur la philosophie et pourquoi on pense ça. Mais ça c'est ce que je lui dis, tu vois. Et je lui dis Pascal, j'ai vachement envie de publier tout ça parce que c'est transparent, le pitch il est génial, les gens kiffent et là elle me dit go, non franchement on le fait, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Moi je suis totalement raccord, let's go. Donc je publie le pitch et là le truc genre les retours c'est une vidéo quand même de 50 minutes donc c'est genre un film quoi. Tu vois, tu te mates un film, faut y aller. Moi j'étais là pas sûr que ça soit fou ou quoi. Et en fait les retours, notre watch time sur cette vidéo, donc le temps que les gens passent en moyenne pour regarder le truc, il explose tout quoi. On est genre à 35 minutes en average sur une vidéo de 50 minutes, ce qui veut dire qu'en moyenne les gens qui arrivent matent 35 minutes de vidéo, ce qui est énorme, tu vois. Et donc là on regarde, on a des milliers de vues. Pascal, elle envoie la vidéo à une de ses potes VC chez Google Venture aux US, donc à San Francisco parce qu'elle est basée là-bas. Enfin maintenant elle a bougé à Las Vegas, mais elle est dans cette zone-là. Et en fait la meuf de Google ouvre le truc et lui dit ah ouais c'est 50 minutes, je regarde les 5 premières minutes et je te fais un retour. 5 minutes plus tard, Pascal elle a pas de réponse, donc elle part, elle était avec ses enfants, elle faisait un petit peu tous ces trucs. Et en fait 1 heure plus tard, elle reçoit un message de sa pote de chez Google, elle lui fait putain j'ai commencé par les premiers trucs et genre je me suis maté 1 heure et elle me dit mais il y a moyen d'avoir une intro avec le mec nanana et tout, genre le CEO et tout. Et après du coup là ça a commencé quand Pascal nous a envoyé la term sheet, là ça a commencé à être vraiment la folie, c'est-à-dire que on a annoncé qu'on avait reçu une offre de 20 millions et là tu as encore plus de messages de VC, c'est-à-dire qu'on commençait le fait dès qu'on a annoncé publiquement qu'on levait, on a reçu peut-être des 30, 40 messages et dès que j'ai dit que j'avais reçu les 20 millions, là mais c'est des centaines de messages quoi, des investisseurs de partout dans le monde, des messages WhatsApp, Messenger, call, j'avais tout quoi. Alors que tu vois, je rencontrais personne, à chaque fois les VC, je leur faisais pas perdre leur temps parce que moi j'avais déjà eu la term sheet, ça me suffisait de dire qu'on allait dire non à 20 millions et c'était censé être tu vois le big announcement. Donc là, je contacte un cabinet de PR, je leur dis les gars, voilà ce qu'on va faire, est-ce qu'il y a moyen d'organiser un truc, je leur explique toute la vision, le fait que pour moi c'est super important qu'on aide les entrepreneurs à avoir une autre vision de la réussite qui soit pas forcément celle passée par les levées de fonds, qu'aujourd'hui les boîtes qui lèvent des fonds t'en as 8 sur 10 qui échouent, que t'en as plein qui sont à entre guillemets maltraités, tu vois, la partie employée et la partie humaine. On peut penser notamment à Bird, tu vois, l'entreprise de trottinettes qui a fait lors du Covid, envoie une invite à 400 employés sur Zoom. Donc, tu as un Zoom avec 400 personnes. Et là, tu as le CEO qui est là, ou enfin, c'est pas le CEO vu qu'il l'a même pas fait. Il a demandé ça à une RH de faire pendant 3 minutes de discuter avec tout le monde pour leur dire qu'ils étaient virés et il leur coupe instantanément l'accès à Slack. Enfin, moi, je connais un gars, tu vois, c'est un pote d'un des mecs de ma team qui était parti aux US juste pour ce taf. Et en fait, ça faisait 3 semaines qu'il était dans la boîte. Et en fait, on lui a coupé son accès Slack juste après ça. Il était tout seul aux US. C'était en plein Covid et il avait pas d'accès parce que comme il parlait que sur Slack avec tous les autres employés, il avait pas de numéro de téléphone des autres. Donc, il s'est retrouvé aux US solo avec plein Covid, donc vraiment galère et impossible de contacter personne, tu vois. Donc, genre, est-ce que tu vois, genre, on peut pas avoir, genre, tu vois, pour moi, il y a des trucs qui me rendent un peu fou dans ce truc-là et je voulais montrer une autre vision de la réussite via ça. Sauf qu'en fait, après, les VC, avec ce qu'on disait tout à l'heure, la FOMO, Fear of Missing Out, là, on commence à recevoir des trucs genre de l'espace, d'autres offres, dont une offre. Et cette fois-ci, c'était plus un VC, c'était un private equity. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant aussi parce que je connaissais pas du tout ce monde-là. En fait, les VC, globalement, quand ils investissent 20, 30, 40 millions, parfois, ils t'autorisent à faire ce qu'on appelle du cash out, c'est-à-dire retirer une partie de l'argent qu'ils te donnent en cash pour toi. Sauf que pour la plupart des VC, le cash que toi, tu peux retirer en tant que founder, il doit pas être plus élevé que 200, 300 000 $. Parce que pour eux, quand tu dépasses cette somme-là, en fait, ils te disent que tu n'as pas assez de skin in the game, tu vois. Donc, tu n'es pas assez impliqué pour ta boîte. Alors que les private equity, c'est totalement différent. Eux, déjà, pour eux, tu vois, un investissement de 30 millions, c'est un investissement, c'est limite genre l'argent que tu donnes à la boulangère, quoi, tu vois. Genre, c'est un peu c'est le pocket money pour eux. Et ils font plus des investissements qui vont jusqu'à 400, qui peuvent aller jusqu'à 400, 500 millions et parfois beaucoup plus encore. Et eux, ils se disent que non, tu vois, genre, leur seul competitive advantage, globalement, c'est de dire qu'on va donner beaucoup d'argent aux founders. Et là, ils nous font une offre, 30
millions de dollars, 15 millions de dollars pour la boîte, 15 millions de dollars pour les founders, donc 5 millions pour Vianney, François et moi, donc dans notre poche. Et on a genre, et en gros, le deal est fait, donc tu vois, tu as toute la term sheet avec tous les trucs. Et en gros, c'est pour eux, dans leur tête, le 31 mars, ou 15, je sais plus, entre 15 et 31 mars, l'argent était sur notre compte. Donc tout était comme ça, tu vois. Et ils sont là, Guillaume, maintenant, genre, et en fait, ils m'envoient, et surtout le truc le plus ouf, c'est qu'ils m'envoient quand même genre 40 slides sur l'analyse de notre business. Les mecs avaient repris le pitch d'une heure avec les projections, avec tous les chiffres que j'avais donnés. Ils avaient fait une analyse de compétition, genre de tout le marché, là où on pouvait aller monter en gamme, où est-ce qu'ils étaient nos concurrents avec l'analyse de pricing, les différentes opportunités marché. Ils avaient pas fait commander une étude de Forrester avec Gartner, tu vois, genre un truc qui parlait d'un nouveau marché des sales automation parce que c'est assez nouveau. On parlait beaucoup de marketing automation pendant longtemps, mais maintenant tu as les sales automation dans le marché dans lequel on est qui s'est créé depuis quelques années. Donc bref, un truc mais genre de malade mental. Et là je vois cette offre, tu vois, et clairement là t'es moins serein, tu vois, parce que t'avais dire non à de l'argent qui va juste dans ta boîte parce que tu veux pas qu'il y ait un autre investisseur et que tu veux montrer une grosse vision. Mais là on te dit il y a moyen que tu récupères 5 millions dans ta poche. Et clairement, comme je le disais tout à l'heure, tu vois, moi je viens d'une famille assez modeste. Vianney, il a 2 enfants. François, il est en train de monter sa famille aussi. Donc tu vois, c'est le moment où tu te dis putain, genre cet argent change clairement notre vie. Et à côté de ça, tu as aussi la possibilité de garder potentiellement, tu vois, la majorité du capital dans ta boîte, mais ça va changer les choses quand même parce que tu te retrouves avec un investissement, tout ça. Et là, tu vois, c'est un gros moment de solitude, tu vois, parce que tu dois te dire, ok, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ça reste c'est une offre de ouf. Toi, ça te permet de dérisquer vachement. Et après, je réfléchis, tu vois, à tout ça et je réfléchis à ce truc de. Je me rappelle d'une histoire. En fait, j'avais il y a quelques années quand j'avais lancé Lemlist, je parlais avec un mec que j'avais pas vu depuis longtemps et ce gars-là me dit ouais, qu'est-ce que tu fais, Guillaume, maintenant et tout. Et je dis j'ai monté une startup. Et il me dit ah ouais, t'as levé combien du coup? Et là, je dis on n'a pas levé. Et il me dit ah ouais, donc t'as pas vraiment de startup encore. Et j'étais là dans ma tête, ok, donc en vrai, je me suis rappelé de ça parce que ce mec a posté sur mon feed Facebook, j'ai revu sa tête et j'étais là, ça m'a rappelé la conversation qu'on avait eue et je me suis dit putain, mais en fait, aujourd'hui, en refusant, tu vois, cette somme d'argent, on a la possibilité. En plus, les RP, ils étaient super chauds, tu vois, par le truc. Il me dit il y a moyen de faire un truc de malade et tout. Et il me dit, et moi j'étais là, il y a moyen de toucher un grand public avec un message fort qui est de dire que tu vois, on peut réussir sans avoir à lever des fonds et on peut faire une boîte en hyper croissance sans avoir à lever des fonds. Et à côté de ça, ça me permet aussi de dire, tu vois, un message qui est quand même assez important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je trouve dans l'entrepreneuriat, comme tu disais tout à l'heure, Benoît, il y a vachement d'entre-soi dans les gens qui lèvent. Moi, j'ai de la chance, tu vois, tu vois, voilà, hein, j'ai la tête qui passe bien, même si j'ai fait la fac, 1G, tout ça, bref, j'ai vu un peu tous les univers, mais j'ai aussi fait HEC, donc forcément, tu vois, ça m'a ouvert des portes, entre guillemets. Mais je trouve que le fait de dire aux gens que tu es obligé de lever des fonds pour réussir, sachant que tu sais que tu n'as que 0,001% de la population qui peut avoir accès à ces fonds parce qu'il a fait les bonnes écoles, parce que ci, parce que ça, en fait, c'est fermer les 99,99999% de la population qui pourrait entreprendre et de leur fermer cette ambition de vouloir réussir et de vouloir monter un business rentable. Et du coup, là, je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi, j'en ai parlé aussi avec l'équipe. On avait un esprit, tu vois, nous, on a vachement un esprit de famille, on est vachement centré autour de, tu vois, moi, ce que je kiffe, c'est passer du temps avec chaque personne dans l'équipe, les aider à monter en compétences, les aider à s'assumer aussi, tu vois, à prendre confiance en eux. Et là, je me dis, putain, si on lève, clairement, on aura une pression, ils vont nous forcer à recruter beaucoup plus vite parce qu'ils vont vouloir qu'on dépense l'argent. Aujourd'hui, tu vois, avec le cash qu'on fait, on pourrait recruter déjà plus de 50 personnes en CDI. Mais moi, je préfère le faire step by step parce que le recrutement, pour moi, ça prend du temps. Former les gens, ça prend du temps. Trouver les bonnes personnes, ça prend du temps. Et ça, tu vois, c'est un truc que tu peux pas speeder. C'est un truc que moi, j'ai pas envie de déléguer du tout. Et voilà, tu vois. Et donc, je me suis dit, on a bien réfléchi avec Vianney, François, la team. Et on s'est dit, les gars, genre, de toute façon, notre mission, tu vois, au cours des 4 prochaines années, en plus de devenir la première licorne bootstrap, c'est d'aider, tu vois, plus d'1 million d'entrepreneurs à lancer des business rentables. Donc, on s'est dit, let's go, on y va et on dit non, tu vois. Et on a lancé ça. Je t'avoue que j'ai eu des petites sueurs. Je me suis dit, ok, j'irai plus au repas de famille, mais ma famille va me détester. Mais au final, je pense que ça valait le coup, surtout quand j'ai vu les retombées médiatiques. Donc, très rapidement, on a eu une interview avec Combini. J'ai parlé avec le mec de Combini, il était chaud, donc il m'a invité chez eux. D'ailleurs, un truc intéressant pour ceux qui se demandent un peu comment ça fonctionne chez Combini, tu passes 1 heure dans une salle avec l'équipe de Combini, avec les fonds de couleur, c'est très sympa. Et en fait, les mecs, de 1 heure de questions, ils te sortent 3 minutes de vidéo. Sachant qu'ils ont des bonnes petites techniques. Donc moi, je suis très nul en journal, enfin genre en RP, etc. J'en avais jamais fait. Mais du coup, j'apprends et j'essaye d'apprendre vite, tu vois. Mais en gros, typiquement, on a un biais psychologique qui fait que quand on nous pose la même question plusieurs fois, on va se dire qu'on a mal répondu. Donc tu vois, si je te pose une question
question Shubham, il fait quoi ton produit trop cool sur Notion? Tu vas me dire un truc, mais ça fait quoi exactement? Là, tu vas te dire ah merde, j'ai mal répondu et tu vas commencer à me sortir d'autres trucs. Et en fait, eux, ce qu'ils arrivent à faire, c'est qu'ils me posaient des questions, tu vois, sous plein d'angles différents. Et du coup, après, tu vois, en fonction de ce que je disais, du coup, ils me reformulaient des trucs et ils me disaient du coup, ça veut dire que tu penses que. Et après, en fait, petit à petit, tu te laisses un petit peu engrainer dans certains trucs. Et après, tu vois, tu as parlé pendant 1 heure, tu as parlé de beaucoup de choses et tu as 3 minutes de trucs qui sont pris, tu vois, genre minute 53 va avec minute 02 avec et donc en fait tu te retrouves cette vidéo sur Combiné, elle a beaucoup fait parler et c'était cool en tout cas parce que bon, elle a fait plus d'1 million de vues, donc on a pu faire passer le message et globalement, je suis assez serein par rapport à tout ce que j'ai dit, mais il y avait des points qui étaient un peu sortis de leur contexte, notamment par rapport à l'impôt sur les sociétés, le fait que les startups qui lèvent sont pas rentables et j'expliquais qu'ils payaient pas d'impôt sur les sociétés, ce qui est vrai, mais ça a fait grincer des dents énormément de personnes et du coup voilà, tu vois, et c'est parti un petit peu, mais c'est cool parce que ça crée un débat et qu'on peut en discuter et voilà. Mais c'est super marrant parce que cette partie-là de journalisme, tu vois, où tu te fais un peu avoir. Et du coup, est-ce que ça veut dire que tu penses que toutes les boîtes françaises devraient. Et là, tu dis, ouais, je pense que toutes les boîtes françaises devraient. Là, tu as l'impression d'être con, mais tu as tellement tous les projecteurs devant toi, Ouais, etc. c'est ça. Non, mais c'est ça, hein, c'est ouf. C'est assez. C'est trop. Vas-y, Benoît, tu voulais interagir. Je voulais juste dire, moi, je vais devoir partir dans 5 minutes et je trouve ça. Genre, je suis trop dégoûté parce que, genre, là, tout ce que tu viens de donner, il y a au moins, déjà, en plus des questions que j'avais écrites, 40 questions qui viennent se rajouter. Et donc, je pense pas qu'on aura le temps de tout revoir. Donc, je pense qu'il faudra faire absolument une V2. Mais juste, je me permets une question, Benoît, et après, je te laisserai poser la tienne. T'as pas eu peur à un moment donné de la réaction des fonds? Parce que le truc, tu vois, c'est que le game des VC, et il y en a beaucoup qui le disent, et je pense que ça les arrange, c'est un game un peu de copinage, c'est un game de on n'en dit pas trop, mais t'inquiète, c'est un game de tu te fais bien voir, c'est un game de oh, lui, c'est un gros nom, lui, c'est un petit nom, tu vois. Rien que de rentrer dans ces fonds, c'est hyper intéressant. Alors que quand même, rappelons-le, c'est des gens qui investissent l'argent des autres et que c'est pas leur argent et en plus ils récupèrent, ils sont gagnants dans tous les cas quand même. Et le truc c'est que tu t'es pas dit putain je vais me faire blacklister vénère et il y a des gens ils vont être grave vénère de ce truc là et que ça se trouve ça va me reposer dessus ou ça va me retomber dessus pardon assez de manière assez incisive. Tu t'es pas dit ça et est-ce que c'est arrivé du coup? En plus que c'était pas prévu. Enfin, tout ça, le shitstorm que ça a fait, c'était pas prévu, quoi. Et j'aimerais juste le doubler avec une question qui est vachement connexe. C'est maintenant que du coup, forcément, les VC, ils doivent être un peu salés quand même. Bah, c'est quoi c'est quoi votre strat là, votre plan pour continuer de grossir, sachant que maintenant l'option levée de fonds à terme, là, c'est bon, pour l'instant, c'est chaud, quoi. Bah en fait, c'est assez marrant, c'est assez drôle en fait. Genre, cette question, elle revient souvent. Mais le truc, c'est que honnêtement, la plupart, je pense que 95% des messages de VC que j'ai reçus, c'était des messages ultra positifs. Et des mecs qui en fait essayaient même de rentrer au capital de l'Emlist, tu vois, en me disant, écoute, nous de toute façon, on a toujours encouragé les boîtes rentables. Je pense que le message que tu fais passer, il est essentiel. C'est trop cool qu'on lance ce débat. Genre vraiment, merci et tout. On a Romain Vidal, tu sais, qui est un VC chez Caphorn, donc qui est VC là-bas depuis très longtemps, qui a fait un post sur LinkedIn pour expliquer que c'était vraiment bien. Enfin, et tu vois, il y a une différence entre m'envoyer un mail ou m'envoyer un message perso versus faire un vrai post sur LinkedIn et te montrer publiquement que tu es en accord avec ça. Il y a Jean de la Roche-Brochard, tu vois, qui est le mec qui met, je pense, tous les tickets de Kima, donc c'est des centaines d'investissements par an, qui est chaud pour faire un débat, tu vois. Il était content aussi par le truc, quoi. Tu vois, il y a Xavier Niel avec qui on a discuté, qui a redescendu le message pour Jean et qui a dit, bah vas-y, je pense que Jean sera bien pour faire ce débat, ça va être cool, c'est intéressant et tout. Donc en fait, il n'y a pas du tout d'animosité. Je pense que c'est très sain et je suis content. Enfin, parce que moi, honnêtement, dans les investisseurs, il y en a qui sont avec qui tu vois au cours des années, parce qu'on s'est rencontrés à des events, soit start-up, soit de networking. Et franchement, il y en a plein que je trouve super smart, qui apportent beaucoup de choses à l'écosystème. Et c'est clairement pour beaucoup d'entreprises, c'est très utile de lever des fonds. Une fois de plus, je suis pas du tout anti-levé. Je pense juste que c'est ce que j'aime pas en fait, c'est cette vision vraiment, comment expliquer, un peu monolithique de, ok, réussir égale lever de fonds. Et si tu lèves pas, t'es pas cool, t'es pas stylé. Si t'as pas levé, t'es pas une startup. Si t'as pas levé, tu feras qu'une boîte genre à papa, pépère, où tu feras un petit peu de profit et tout. Alors que tu vois, genre, je sais pas, tu peux prendre des boîtes aux US, genre Altasian. Tout le monde connaît cette boîte, c'était une boîte bootstrap, tu vois. Et c'est une boîte qui a fait une licorne et c'est la folie. Chaque année, tu vois, tu as Inc. 5000 qui sont les compagnies qui grossissent le plus vite
plus vite aux États-Unis, bah, c'est des boîtes en fait qui sont rentables, c'est des boîtes qui ont quasiment, genre les boîtes en moyenne, elles ont quasiment, genre peut-être elles ont pris des prêts bancaires, mais c'est rien, tu vois, et elles ont grossi, mais beaucoup plus vite que des boîtes qui lèvent, tu vois. Et donc il y a un peu trop de fame autour de tout ça parce que c'est des montants, tu vois, c'est des boîtes qui génèrent parfois pas de chiffre d'affaires et qui prennent d'un coup plusieurs millions. En France, tu as aussi ce qu'on, tu sais, le Gallion Project, le projet Gallion là, Gallion machin. Le truc, moi, ça me rend fou parce que pour rentrer dans ce truc qui est censé être une récompense prestigieuse où tu as plein d'entrées après qui vont t'aider et tout, le critère de sélection, c'est quand même, il faut que tu aies levé au minimum 1 million d'euros. Alors que dans les gens j'adore les boîtes qui étaient là-bas, hein, mais honnêtement, dans les boîtes qui étaient là-bas sur la sélection de l'année dernière, franchement, l'Emlist, on avait des métriques, mais genre 300 fois plus sexy. On faisait 10 fois plus de cash, beaucoup plus rentable, beaucoup modèle économique, beaucoup plus sain, et on avait beaucoup plus de clients partout dans le monde avec potentiellement un impact beaucoup plus gros, tu vois. Mais nous, jamais de la life, on aurait pu partir dans ce truc-là parce que il y avait ce critère. Et c'est la même chose avec les next, je sais pas quoi, French, machin. Et je trouve ça dommage, tu vois. C'est dommage parce que tu vois, en fait, tu montres pas une vision différente. Et pareil, tu vois, j'avais fait un clubhouse là, je crois lundi dernier, et t'as des mecs qui continuent à venir me voir, tu vois, en mode, ouais, mais du coup, si t'as pas levé, on est d'accord que tu veux faire une boîte à papa, c'est ça. Et je suis là, je fais, mais arrête de me saouler avec ça, tu sais, genre là aujourd'hui, enfin, tu vois, on n'a même pas besoin de lever. Nous, la vraie levée qu'on a, c'est l'argent de nos clients. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, là, si je te balance mon profit qu'on fait par mois, on fait, je sais pas, quasiment 204 profits tous les mois. Donc, il y a un moment où, tu vois, cet argent, bah, je peux le réinvestir et je peux grossir très vite si j'ai envie, tu vois. Donc voilà, tu vois, il y a pas mal de choses à faire changer, mais c'est cool d'avoir lancé le débat en tout cas. Mais ça me fait penser à un truc, tu sais, par rapport au lever, c'est le CEO de Miro dans un talk qui dit franchement, tu peux lever sur du buzzword, quoi. Tu vas avoir des VC, tu fais un beau pitch deck, tu dis ouais, Ils ont dû kiffer les VC qui lui ont lâché 200 millions dans grave. Grave, tu dis ouais, IA blockchain, disruption et bim, c'est peut-être caricatural, mais finalement c'est un petit peu ce qu'on voit beaucoup. Et ça, on le sait qu'il y a des trends, il y a des modes comme ça dans l'investissement. Moi, ça m'intéresse vachement. Alors, je sais, Shouham, tu dois y aller, mais ça m'intéresse vachement. Avant-dernière question. Par rapport justement à cette notion de rentabilité, donc toi c'est vraiment ton KPI, c'est la rentabilité versus pour le coup des métriques beaucoup plus nébuleuses, tu vois. Moi pour moi le capital le plus important dans une boîte et ce qui la fait grossir, c'est les compétences des gens qui sont dedans. C'est vraiment le skill. Et forcément, si tu veux faire passer ta boîte de 1 à 10 puis de 10 à 100, t'es obligé à un moment donné de level up en fait en matière de compétences. Le problème c'est que quand t'injectes d'un coup comme ça 200 millions dans une boîte, eh ben, tu vas pas injecter l'équivalent en compétences. Et c'est ce qui fait que tu vas avoir d'énormes déperditions avec des boîtes qui vraiment se perdent, en fait, parce que, bah, elles se retrouvent à gérer 200 millions, mais avec un bagage de compétences qui ne leur permet pas, en fait, de gérer ça, tu vois. De gérer, en fait, une telle inertie, tu vois. Et finalement, bah, je pense que c'est ce qui explique énormément de problèmes qu'on voit, c'est que, bah, tu donnes, en fait, c'est comme si tu donnais, une Stratocaster à quelqu'un qui fait de la guitare depuis 2 mois, quoi. Bah, ouais, oui, moi, bah... je le vois même comme, tu sais, en gros, pour moi, c'est genre mettre un moteur de fusée sur une bicyclette et tu as un mur, genre, un petit peu plus loin et tu leur dis, bah, tu as jusqu'au mur. Le mur, c'est quand tu auras brûlé tout ton cash et toi, tu as jusqu'au mur pour construire la fusée. Sauf que tu es sur une bicyclette, tu vois. Donc, il y en a qui arrivent et c'est très cool, mais 8 personnes sur 10 se mangent le mur, tu vois. Et ça, on l'oublie souvent. C'est ça. Et donc, et pour le coup, bah, voilà, vous investissez dans votre montée en compétences et ça, on a tendance à l'oublier. C'est à un moment donné, tu es obligé de level up, quoi. Et justement, cette linéarité, en fait, dans vos compétences chez Lemnis, ce qui est très cool, c'est qu'avec justement, rétrospectivement, on remonte à 2018, on voit justement ce développement, en fait, en interne, on voit justement cette maturité que vous prenez, tu vois. Et ça, c'est super inspirant parce que ça montre que le levier, en fait, il est là, quoi. Et que le levier, il n'est pas que financier. Le levier, les leviers, ils vont se jouer à plein de niveaux. Mais avant tout, c'est progresse, quoi. Progresse, prendre la compétence, prendre du skill. Et là, vraiment, tu peux te développer. Ouais, c'est clair. Et du coup, bah, on arrive à la fin de l'interview. On est presque dans les temps. Franchement, trop cool. Ouais, et on aime bien. Je suis archi content. Ouais. Ouais, vas-y. Benoît, il y a un petit lag, mais je suis vraiment content qu'on ait abordé le sujet. Évidemment, je pense qu'il y a tellement de choses encore à dire et ça va être hyper cool parce que je pense que tu as une semaine chargée. Donc, merci beaucoup, Guillaume, aussi d'être passé parce que tu es invité quand même pas mal partout là-dessus. Et je pense qu'on va, je ne dors plus. Ce truc. Ouais, grave, tu dors plus et tu fais que. Mais c'est bien parce que, comme tu dis, ça te permet de remettre le discours
et de rendre le truc encore plus ancré en toi. C'est la meilleure manière de l'expliquer aussi. Et une fois que tu l'expliques plein de fois, c'est bon, c'est devenu une réalité. Donc c'est trop cool. Moi, je suis grave content qu'on ait pu aborder quand même tous les sujets dont on voulait passer dessus. Évidemment, il y a des questions du coup qui naissent, qu'on n'aura pas le temps de voir. Donc j'espère qu'on pourra te réinviter sur Sandwich, sur grave, avec plaisir. d'autres trucs. Ça pourrait être hyper cool. Mais comme le disait Benoît, je te laisse finir sur le truc actionnable à chaque fois. Ouais. Alors du coup, on aime bien finir notre format par 3 conseils actionnables à donner aux gens qui nous regardent, tu vois. Donc là, on a parlé de Bootstrap, et donc est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à justement des entrepreneurs qui hésitent à lever ou pas, qui veulent se développer en Bootstrap, et voilà. Est-ce que tu aurais 3 conseils? Ouais, alors conseils actionnables, là c'est c'est vraiment spécifique, quoi. C'est conseils actionnables pour des entrepreneurs qui hésitent à lever. Alors, qui veulent développer leur boîte en Bootstrap, tu vois. Genre, qui veulent développer. Ok, s'ils veulent développer leur boîte en Bootstrap, c'est clairement, moi je pense que les conseils, c'est si tu parles pas, en tout cas à tes débuts, tous les jours avec tes clients, c'est qu'il y a un problème déjà. Tu vois, genre, donc, installe un chat sur ton site, installe un chat sur ton app, peu importe, mais parle avec tes clients ou set up des calls si tu n'as pas d'app et que tu as un service. Mais fais en sorte de passer du temps avec eux parce que je pense, 80% du temps, ça va te servir à rien. Mais tu as ces 20% de pépites d'or où là, les mecs vont te sortir des phrases et dans ta tête, tu as 2 neurones qui vont se connecter et là, tu vas dire « Ah !» C'est de l'illumination, tu vois. Et d'un coup, tu vois, genre, franchement, ça c'est la vie. Donc, ça, c'est le premier truc. Après, je pense, en plus de passer du temps avec tes clients, essaye rapidement, tu vois, si tu veux te développer, de créer cette relation long terme, donc de toujours lier ce que tu… en fait, globalement, si on regarde un petit peu, tu vois, tu as une pyramide quand tu fais un produit ou un service où tu as la petite pyramide. Je sais pas, je suis un peu nul, désolé. Où en gros, tu as un côté où en fait, c'est soit tu vas aider les gens à avoir une meilleure santé, donc c'est health, soit c'est plutôt l'argent, donc wealth, soit c'est leur statut. Donc par exemple, tu vois, avoir un iPhone, avoir la marque Apple, c'est beaucoup plus sur ton statut. Parce que quand tu as ça, tu vois, on se dit, OK, le gars est un peu cool. Enfin, tu fais ça un peu plus pour le swag, même si au final, tu vas pas te dire ça. La vérité, c'est que c'est ça. Quand tu vois, tu utilises Lemlist, en gros, nous, ce qu'on veut, c'est que tu signes plus de clients, donc c'est sur ton argent. Et après, quand tu prends des trucs, par exemple, faire plus de sport, tout ça, il y a un petit peu de statut parce que tu changes potentiellement ton corps, mais tu as aussi la santé qui peut aussi impacter. Bref, en gros, sois sûr de savoir quel est le point, où est-ce que tu te trouves en fait dans ce triangle. Et en fonction de ça, essaye de toujours créer des cas d'usage avec tes clients ou des success stories où c'est le point qui va être mis le plus en avant et essaye de faire rentrer ça dans la tête de tes clients et aide-les à se projeter vers un meilleur futur parce que lorsque tu développes une boîte, au final, tu vas forcément changer la vie de quelqu'un sur un de ces 3 aspects. Et si tu te retrouves pas dans ce triangle, arrête ta boîte parce que ça marchera pas. Je suis désolé. Non, mais il y a peut-être des exemples que j'ai pas en tête, mais en vrai, bon, si c'est des boîtes à impact, je mets le truc sur le côté statut aussi parce que il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais les boîtes à impact et tout. En vrai, quand tu fais du social, c'est du statut parce que aider les gens, en fait, ça te met aussi à une position, tu vois, les bons samaritains ou les gens qui aidaient énormément les gens. En fait, tu as ce qu'on appelle la social currency qui est, tu vois, la reconnaissance sociale, tout ce que les gens t'apportent. En fait, c'est ça ton argent. Mais voilà. Donc, j'ai ces 2 conseils qui sont peut-être très actionnables. Et après, sur la partie est-ce que je dois lever, est-ce que je dois pas lever? Moi, franchement, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est passe du temps avec des entrepreneurs qui ont levé et qui ont raté. Et passe du temps avec des entrepreneurs qui ont levé et qui ont réussi. Juste, aie une vision globale du truc. Et aussi, si tu dois lever avec un certain fonds, tu leur demandes toujours des intros dans des boîtes dans lesquelles ils ont investi et là où la boîte a totalement échoué. Parce que va voir en fait les founders parce que en gros, tu as l'avantage. En gros, quand tu fais une levée de fonds, c'est un mariage. Sauf que là, tu as moyen, vu que c'est pas vraiment un mariage comme dans la vraie vie, tu as moyen de demander à tes fonds de te faire une intro avec des boîtes auxquelles ils ont été mariés, mais où il y a eu un divorce, où ça s'est terminé, tu vois. Et ça, c'est super génial parce que ça va te permettre en fait de savoir comment est-ce qu'ils ont réagi lorsque la boîte s'est cassée la gueule. Est-ce que c'est eux qui ont forcé à mettre la clé sous la porte? Est-ce qu'ils leur ont dit essayez de trouver un stade où vous êtes plus rentable et continuez comme vous voulez? Et parce que tu as des fonds en vrai il y en a qui sont sympas, tu vois. Il y en a qui te disent OK, tu feras peut-être pas une licorne, mais c'est pas grave, tu vois, genre on veut peut-être être cash out, ils sont peut-être fait racheter. Enfin, il y a plein d'options possibles aussi, tu vois. Donc, fais bien ta recherche, fais bien ta due diligence parce que ça c'est super important et si tu vois que tu en as vraiment le besoin et l'envie parce qu'au final, tu vois, je pense que quand tu montes une boîte, c'est une aventure humaine donc c'est personnel et vois ça avec ton équipe
équipe, tes co-founders. Et si tu sens que tu as envie de passer ce cap-là, ben, fais-le, mais juste sois bien au courant de tout ce qui peut se passer, quoi. Ok, très très propre. Surtout le dernier, je pense que ça va aider énormément de monde. Surtout que T'as c'est un pas truc- aimé mon triangle, toi? Ah si, moi, j'ai kiffé, justement. J'ai voulu dire octogone, mais j'ai pas osé. Mais tu vois, non, c'était très très propre. Franchement, c'est trop cool. Surtout le dernier où je trouve que, en effet, on est trop à la merci de l'événement de la levée de fonds et je pense qu'on n'exploite pas assez ce moment très clé où en fait on est en rush. Tous les entrepreneurs qui ont levé dans les boîtes où j'ai été ou dans les boîtes que j'ai côtoyées, c'était toujours en rush du genre on subit un peu notre croissance alors qu'en fait tu peux juste prendre une journée et réfléchir en fait et parler à des gens. C'est clair. Et du Ouais, coup, c'est clair. c'est grave intéressant. Super cool. Vas-y, Benoît, je te laisse donner le mot de la fin. Et après, je pense qu'on va clore le débat. Bah, je suis juste un petit peu déçu parce que tu as oublié de dire qu'il fallait passer un maximum de temps sur Clubhouse. Ah. J'étais sûr qu'il fallait en parler de Clubhouse, tu sais. Il n'y a pas assez de messages sur Twitter et LinkedIn à propos de ça. Plus sérieusement, merci pour merci pour le temps, c'était vraiment top, vraiment cool de pouvoir faire un petit peu la lumière sur pas mal de questions et vraiment voilà t'avoir sans filtre en fait, donc vraiment cool. Et moi je te propose du coup que tu reviennes quand vous avez passé la barre des 10 millions. Allez, à dans 2 mois. Attends, le mec qui se met une pression de ouf. Le mec, l'objectif c'est d'ici la fin de l'année. Ouais, non, d'ici la fin de l'année, c'est l'objectif. Ouais, trop bien, nickel. Merci à tout le monde et surtout pour ton honnêteté, c'est hyper cool et on se recroise très très bientôt. Salut, ciao tout le monde. Ciao, bisous tout le monde. Ciao.